Je m'appelle Marjorie Haye. J'ai 62 ans. Je suis retraitée de l'enseignement de l'anglais au lycée, dans les collines près d'Asheville. Mon mari, Tom, est décédé subitement il y a 7 ans. Une crise cardiaque l'a emporté entre le petit déjeuner et le journal. Après cela, la maison me paraissait trop grande, le silence trop pesant. Alors, j'ai consacré toutes mes économies à mon fils unique, Ryan, et à la vie qu'il construisait. Il y a quelques mois, je leur ai offert une maison. Je n'ai pas participé à l'apport initial, je n'ai pas cautionné le prêt. J'ai payé la totalité du montant. Chaque centime économisé pendant mes 35 années d'enseignement. Chaque dollar gagné en vendant pièce par pièce la vieille collection de Mustang de Tom. Je me suis dit que c'était un héritage, pas une transaction. Un foyer pour Ryan, Brooke et le bébé qu'ils attendaient. J'ai choisi la peinture gris clair pour la chambre du bébé. J'ai accroché les rideaux. J'ai cousu moi-même. J'ai agencé les étagères, comme Ryan les aimait quand il était petit. Classés par ordre alphabétique, les livres alignés comme de petits soldats. Je me souviens, la veille de la signature, debout dans leur salon vide, le soleil inondant le parquet en chêne, je pensais, voilà comment on garde les liens familiaux. On donne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à prendre. Puis vint le matin du message. J'étais à la table de la cuisine, mon café refroidi, quand mon téléphone s'est allumé. Le nom de Ryan à l'écran. J'ai souri avant même de le lire. Par réflexe. Comme on sourit en entendant la voix de son enfant dans la foule. Tu ne seras pas avec nous pour la croisière. Brooke préfère que ça reste une affaire de famille. 7 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. Je les ai lus une fois. Puis, l'horloge de la cuisine a tic-tac derrière moi, comme si elle comptait les secondes qu'il fallait à mon cœur pour comprendre ce que mes yeux savaient déjà. Juste la famille. Et pourtant, après tout ce qui s'était passé, je n'entrais plus dans cette définition. Mes pouces ont hésité au-dessus du clavier. J'aurais pu lui demander pourquoi. J'aurais pu lui rappeler la pendaison de crémaillère que j'avais payée. Les vacances que j'avais financées alors qu'il disait avoir des difficultés financières. Les soirs où j'étais venue lui apporter de la soupe quand Brooke avait des nausées matinales. J'aurais pu tout écrire. Au lieu de ça, j'ai écrit un seul mot. D'accord. J'ai appuyé sur envoyer et posé le téléphone face contre table. La maison est restée parfaitement immobile. Dehors, un cardinal s'est posé sur le théâtre que Tom avait construit des années auparavant, son rouge vif contrastant avec le ciel gris de décembre. Je l'ai regardé picorer, puis s'envoler, et quelque chose en moi a émis un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas un sanglot, pas un cri, juste un petit craquement final. Comme le dernier fil d'un vieux pull qui cède enfin. Je suis restée assise là longtemps. Assez longtemps pour que le café devienne glacé. Assez longtemps pour que la lumière glisse sur le sol et caresse les chaises que j'avais rénovées quand Ryan avait 12 ans. Ces mêmes chaises sur lesquelles il grimpait, les genoux écorchés par ses balades à vélo, posant des questions sur les étoiles et sur les raisons du départ des gens. À l'époque, j'avais des réponses. À l'époque, je croyais que l'amour se mesurait à ce qu'on était prêt à donner. Avec le recul, je réalise que c'était le premier mensonge que je me suis raconté. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une pièce remplie de souvenirs, et que vous vous êtes soudain senti étranger vers à ce même décor, vous comprendrez peut-être le calme qui m'a envahi ce matin-là. Rien de dramatique, pas de larmes, pas de vaisselle cassée, juste la lente et délibérée prise de conscience que la femme qui avait passé des décennies à se rendre utile était finalement devenue superflue. Et pire encore, invisible. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Mais quelque chose de plus profond que des larmes me traversait. Quelque chose de calme, de froid, quelque chose qui ressemblait dangereusement à une lucidité soudaine. Car une fois qu'on aperçoit la ligne qu'ils ont tracée autour de soi, une fois qu'on réalise qu'on se trouve à l'extérieur, il est impossible de l'ignorer. Et j'en avais assez de faire semblant de ne pas le voir. Ce simple « d'accord » que j'ai renvoyé à Ryan n'a pas mis fin à la conversation. Il en a amorcé une autre. Les jours suivants furent comme une traversée de brouillard. Tout était familier, et pourtant rien n'était vraiment net. J'ai conservé les habitudes qui m'avaient porté pendant des années. Le café du matin dans la même tasse ébréchée où Tom buvait. Corriger de vieilles copies d'étudiants que je n'arrivais pas à me résoudre à jeter. J'arrosais les fougères sur la véranda, même si l'hiver avait déjà bruni leurs bords.
Mais derrière chaque petit geste coulait un courant que je ne pouvais ignorer. J'ai commencé à remarquer les silences, non pas les silences paisibles, mais ceux qui surviennent après avoir posé une question et attendu trop longtemps une réponse. Ryan appelait tous les dimanches, même si ce n'était que 5 minutes. « Salut maman. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. » Brooke intervenait parfois en arrière-plan, riant d'une bêtise. Ses appels s'étaient raccourcis au cours de l'année écoulée, puis espacés. Je me disais qu'ils étaient occupés. Nouvelle maison, nouveaux emplois, ils essayaient d'avoir un bébé. La vie passe vite à 32 ans. Mais maintenant, les excuses me semblaient moins convaincantes. Un soir, j'ai sorti mon téléphone et j'ai relu nos messages. Des mois de messages unilatéraux de ma part. Des photos du cornouiller en fleurs dans mon jardin. Une recette du gâteau au citron que Brooke disait adorer. Leur réponse, signe pouce vers le haut. Ça a l'air délicieux. Merci maman. Poli, distant, comme des mots de remerciement adressés à un inconnu. Si vous avez déjà tendu la main par-dessus une table et senti qu'elle se refermait sur le vide, vous comprendrez peut-être la douleur particulière de cette découverte. Ce n'est pas bruyant. C'est insidieux, comme la poussière. Un après-midi, je suis passé devant leur nouvelle maison, notre ancien cadeau, la maison coloniale de Maple Lane, celle avec la large véranda où j'avais imaginé prendre des photos de Noël. Le SUV de Brooke était garé dans l'allée, le pick-up de Ryan à côté. La lumière réchauffait les fenêtres. Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste ralenti pour apercevoir la couronne de Noël de l'année dernière, toujours accrochée à la porte. Décolorée maintenant, mais toujours là. J'ai continué ma route. De retour à la maison, je me suis assise dans le salon, lumières éteintes. La maison craquait comme le font les vieilles maisons quand la température chute. J'ai repensé aux nuits passées dans leur garage à monter des étagères pendant qu'ils travaillaient. À la brûlure dans mes épaules. À mon sourire forcé, car je voulais qu'ils rentrent et découvrent quelque chose de beau. Je me suis souvenu de Brooke m'enlaçant lors de la pendaison de crémaillère. Les larmes aux yeux. Marjorie, c'est plus que ce que nous avions jamais imaginé. Ta famille. Pour toujours. Toujours. Un si petit mot, et pourtant si lourd de sens. Cette nuit-là, impossible de dormir. Vers 3 heures du matin, je me suis levée, je me suis enveloppée dans le vieux peignoir en flanelle de Tom et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de la cuisine. Pendant des années, Brooke m'avait proposé de m'aider avec mes opérations bancaires en ligne. C'est plus simple, maman. Tu ne devrais pas avoir à t'en soucier à la retraite. Je lui avais donné accès parce que j'avais confiance en elle. Parce que je voulais croire que je comptais encore assez pour qu'on m'aide. Je me suis connectée. Au premier abord, tout semblait identique. Mon solde courant. Mon épargne était à sa place, mais j'ai continué à explorer. L'historique des transactions. De petits virements étalés sur plusieurs mois. Intitulés « Réparation, entretien de la propriété, dépenses imprévues ». Rien de tout cela ne m'a interpellé. Les comptes destinataires n'étaient pas les miens. C'étaient des virements. Pas de grosses sommes. Jamais assez pour déclencher une alerte. Juste des gouttes régulières et discrètes, comme si on siphonnait de l'essence d'une voiture. Ils savent que tu ne vérifieras pas la tension. Je me suis adossée. La lumière bleue de l'écran rendait la pièce encore plus froide. Mes mains reposaient sur la table, paumes vers le bas, doigts écartés. Elles ne tremblaient plus. Plus maintenant. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas un « oups », j'ai utilisé le mauvais compte. C'était délibéré, prudent, et j'avais souri en le faisant. Et Ryan? Était-il aveugle à tout cela, ou avait-il appris à détourner le regard tant que la vie qu'il désirait se déroulait comme prévu? J'ai fermé l'ordinateur portable lentement. Le clic a résonné comme un dernier mot dans la cuisine plongée dans l'obscurité. Plus tard dans la matinée, Suzanne est venue. Ma plus vieille amie, depuis nos premiers emplois d'enseignante il y a 35 ans. Elle est entrée sans frapper, comme toujours, a posé un sac de pâtisserie sur le comptoir et m'a regardé comme seule une personne qui vous connaît à travers toutes les facettes de votre personnalité peut le faire. Dis-moi, a-t-elle dit? J'ai glissé le téléphone sur la table, je l'ai laissé lire le message de Ryan, et j'ai vu ses lèvres se crisper. Elle ne s'est pas empressée de me consoler. Elle est simplement restée là, à l'écoute. Puis elle dit très doucement, « Tu leur donnes des morceaux de toi depuis si longtemps, Marjorie.
Ils ont oublié que ces morceaux appartenaient à une personne. Ces mots tombèrent comme des pierres sur l'eau calme, provoquant des ondulations. Je regardais le sac de la boulangerie. Des brioches à la cannelle, celles que Ryan réclamait le samedi matin. Je ne les avais pas achetées. C'était Suzanne. Je crois, dis-je, et ma voix me parut étrange. Je crois que je payais pour qu'on se souvienne de moi. Suzanne tendit la main par-dessus la table et posa la sienne sur la mienne, non pas pour la soigner, juste pour la maintenir là. Et dans cette légère pression, je sentis ma première vraie respiration depuis des semaines. La main de Suzanne resta sur la mienne ce matin-là, comme une encre silencieuse dans le courant. Nous ne parlâmes plus beaucoup ensuite. Elle resta là, tandis que je caressais du bout des doigts le grain du chêne de la table, laissant le silence exprimer ce que les mots ne pouvaient dire. Finalement, elle est partie, déposant un baiser sur mon front comme elle le faisait quand nous étions jeunes institutrices, échangeant nos plans de cours autour d'un mauvais café à la cantine. « Tu n'es pas insignifiante, Marjorie », a-t-elle murmuré à la porte. « Tu ne l'as jamais été. » Mais dans le calme qui a suivi, je me suis demandé si elle avait raison. Ne m'étais-je pas minimisée ? N'avais-je pas réduit mes besoins à des espaces toujours plus restreints pour laisser la place aux autres ? Après la mort de Tom, le monde me paraissait trop dur, trop imprévisible. Ryan était tout ce qui me restait, un homme désormais, mais toujours mon petit garçon. Je me souviens du premier Noël sans Tom. De ma traversée de la neige jusqu'à leur appartement, le coffre plein de cadeaux, une dinde que j'avais rôtie seule. Brooke avait souri sincèrement, la main sur le ventre, comme si elle rêvait déjà de la famille que nous allions fonder. « Tu me sauves la vie », avait-elle dit. Maintenant, ce souvenir avait un goût différent, comme du sucre masquant une amertume. Les jours suivants se sont estompés. J'évitais le téléphone. Je laissais les messages s'accumuler sans les lire. Ryan en a envoyé un de plus. « J'espère que tu vas bien, maman. À bientôt. » Pas un mot sur la croisière. Pas d'excuses. Juste un petit coucou, comme si de rien n'était. Le soir, je parcourais la maison, caressant les objets que Tom et moi avions collectionnés. L'étagère avec ses romans policiers, les dos usés par les relectures. La courte pointe que ma mère avait confectionnée avant de mourir. Chacun d'eux me rappelait des vies qui s'étaient éteintes, mais aussi un amour qui ne m'avait jamais demandé de faire mes preuves chaque jour. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, teintant le ciel de ce violet mélancolique que prend Asheville en hiver, je m'assis sur la balancelle. L'air était vif, chargé du parfum léger des pins des collines. Je serrais entre mes mains une tasse de thé, la vapeur s'élevant comme autant de questions sans réponse. Pourquoi avais-je tant donné ? Par amour ou par peur ? Peur de la solitude. D'être oublié si je cessais d'être utile. Peut-être connaissez-vous ce sentiment. Celui où l'on se retourne sur le passé, et où l'on voit toutes ces fois où l'on a dit oui alors qu'une petite voix intérieure murmurait non. Ce n'est pas vraiment du regret. Plutôt une prise de conscience. J'ai finalement appelé Maître Ellison, mon avocat. Il s'était occupé du testament de Tom, du transfert de propriété, de tout. Sa voix au téléphone était posée, familière. « Marjorie, que puis-je faire ? J'ai besoin de vous voir, ai-je dit. Aujourd'hui, si possible. » Il a trouvé un créneau. Son bureau, en centre-ville, sentait les vieux livres et le café. Un endroit où les décisions ont un poids. Assise en face de lui, les mains jointes sur les genoux, je lui ai exposé la situation. Les SMS, la distance, les virements que j'avais découverts. Il a écouté sans m'interrompre, son stylo griffonnant des notes. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé. Cela ressemble à de l'abus financier. Il nous faudra des preuves, mais nous pouvons commencer à sécuriser les lieux. J'ai acquiescé. Annuler l'acte de propriété. Bloquer les comptes. Tout. Il a marqué une pause, le regard bienveillant. Cela pourrait tout briser définitivement. Ils ont déjà tout brisé, ai-je murmuré. Je constate simplement la rupture. Nous avons passé l'après-midi à remplir des formulaires. Il m'a suggéré de faire appel à un détective privé pour un audit complet. J'ai accepté sans hésiter. En signant les formulaires, ma main ne trembla pas. Mais intérieurement, une petite voix s'élevait, empreinte de tristesse. Celle de la mère qui voyait encore Ryan comme le garçon aux genoux écorchés, et non comme l'homme qui avait laissé faire.
Ce soir-là, de retour à la maison, je restais allongé dans mon lit, les yeux rivés sur le lent mouvement du ventilateur de plafond. Des ombres dansaient, comme des doutes. Et si je me trompais? Et si Brooke avait ses raisons? Et si Ryan n'était au courant de rien? J'ai failli décrocher le téléphone, puis écrire un message pour arranger les choses, mais je ne l'ai pas fait. J'ai préféré laisser le silence m'envelopper. Une semaine plus tard, l'enveloppe est apparue, glissée sous ma porte pendant que je me promenais dans le quartier. Blanche, sans timbre. L'écriture de Brox sur un post-it. Signe quand tu seras prête, maman. Ça simplifiera les choses pendant notre absence. Ils étaient déjà en croisière. Au saphir, photo de peau bronzée. Je les imaginais les posters sans même penser à la femme restée là-bas. Je l'ouvris sur le comptoir de la cuisine, le cœur calme mais curieux. Les documents semblaient anodins, des mises à jour successorales, des autorisations. Mais plus je les lisais, plus le langage changeait. Caché dans les clauses, une nouvelle procuration, irrévocable, donnait à Brooke le contrôle de mes finances, de ma maison, et même de mes choix médicaux. Le pouvoir de me placer en établissement si elle le jugeait nécessaire. Il ne s'agissait pas d'aider une mère âgée. Il s'agissait d'effacer ses choix de son vivant. J'ai posé les papiers délicatement. Aucune colère, juste un calme profond et apaisant. Mes doigts ont caressé le bord de l'enveloppe, sentant le papier céder légèrement. J'ai murmuré dans la pièce vide, à la femme que j'avais été, « Tu as failli laisser faire ça. » Presque. Mais plus maintenant. Si vous avez déjà tenu quelque chose censé vous piéger et senti que, au contraire, il se transformait en clé, vous comprendrez peut-être ce qui s'est passé. Ce n'était pas une victoire. Pas encore. C'était la décision silencieuse de ne plus disparaître. Le lendemain matin, j'ai apporté l'enveloppe directement à Monsieur Ellison. Il l'a lue, le visage durci. C'est inacceptable. Nous allons nous en servir comme preuve. Plus vite, dis-je. Il acquiesça. Compte gelé. Enquêteur sur les transferts. Annulation de l'acte en cours. En quittant son bureau, les rues du centre-ville me parurent différentes, plus animées, mais aussi plus claires. Je m'arrêtai à un café, commandai un café. Je le bus chaud, m'assis près de la fenêtre, observant les passants pressés, chacun portant son propre fardeau invisible. Pour la première fois, le mien me semblait plus léger. En quittant le bureau de Monsieur Ellison ce jour-là, je sentis l'air hivernal plus vif sur ma peau, comme s'il me réveillait. Les rues du centre-ville d'Asheville bourdonnaient du trafic de l'après-midi. Les gens, emmitouflés dans leurs manteaux, se hâtaient vers la chaleur. Je marchais lentement, laissant le rythme de mes pas se fondre avec les battements réguliers de ma poitrine. Ni peur, ni rage, juste une détermination. L'enquêteur travaillait vite. À la fin de la semaine, son rapport trônait sur ma table de cuisine comme une carte de chemin caché, des pages d'horodatage, de transfert, et même des signatures falsifiées sur des documents mineurs que je n'avais jamais vus. Brooke s'était insidieusement immiscé dans mes comptes, telle une lierre tenace, étouffant tout ce qui ne lui était pas utile. Le nom de Ryan figurait aussi sur quelques approbations. Pas assez pour prouver qu'il avait orchestré tout cela, mais suffisamment pour montrer qu'il ne l'avait pas empêché. J'ai tout relu 2 fois. Pas de larmes, juste une main crispée sur ma tasse tandis que le thé refroidissait sans que j'y touche. Monsieur Ellison a appelé le lendemain matin. Nous avons tout pour annuler la transaction. Les titres de propriété sont traités, les avoirs gelés et cette procuration. C'est la pièce maîtresse de cette tentative de coercition. Nous pouvons sécuriser le dossier à l'extrême. Et maintenant? Ai-je demandé d'une voix égale. Nous attendons leur retour. Ensuite, nous agissons. 4 jours plus tard, leur croisière s'est terminée. Je savais, grâce à l'enquêteur, qu'ils avaient accosté ce matin-là, bronzés et reposés. J'ai pris la voiture jusqu'à leur rue et me suis garé un pâté de maison plus loin, sous les branches dénudées d'un chêne. L'air était imprégné d'une odeur de fumée de bois provenant des cheminées voisines. J'ai attendu, le bouton de mon manteau remonté, mon souffle embuant la vitre de la voiture. Ils se sont garés en SUV, les bagages débordant du coffre. Brooke est sortie la première, téléphone à la main, désignant quelque chose du doigt. Ryan a suivi, les yeux rivés sur son écran, toujours aussi détaché. Il semblait détendu, comme on l'est après une semaine de vacances. Soudain, ils l'ont aperçu.
Le camion de déménagement dans l'allée. Des inconnus, un jeune couple avec un enfant en bas âge, riant avec un agent immobilier tandis que des cartons étaient transportés à l'intérieur, les meubles déplacés, la couronne de fleurs disparue de la porte. Brooke s'est figée la première. Quoi? Ryan a relevé la tête brusquement. Maman. Je suis sortie de la voiture et me suis approchée d'eux, d'un pas mesuré, délibéré. Le gravier crissait sous mes bottes. Pas de précipitation, pas de scène. Ils se sont tournés vers moi, leur visage passant de la confusion à une expression plus affûtée. Les yeux de Brooke se sont plissés, son teint allé s'estompant sous les rougeurs. Marjorie, qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Tu n'auras plus à t'occuper de mes affaires, ai-je dit calmement. Ryan a cligné des yeux, jetant un coup d'œil à la maison. Maman, pourquoi y a-t-il un camion de déménagement? C'est à nous. Ce n'est pas à toi, ai-je répondu. Plus maintenant. La voix de Brox monta d'un ton. Tu ne peux pas faire ça comme ça. On a des projets. Un refinancement. C'est de la folie. Je fouillai dans mon sac et tendis à Ryan un dossier épais rempli de papier. Voilà les plans qui comptent maintenant. Il l'ouvrit, les mains fermes. Les pages se tournèrent. Annulation de l'acte, document de vente, rapport de l'enquêteur, copie de chaque transfert non autorisé. Brox le lui arracha des mains au milieu, les yeux scrutant le dossier comme si elle pouvait le réécrire sur le champ. Ça ne tiendra pas, dit-elle d'une voix tendue. On essayait de t'aider, de simplifier les choses. Tu vas le regretter. Je la fixai sans ciller. Vous m'aidiez, comme les virements de mes comptes, la procuration que vous avez glissée sous ma porte. Celle qui vous permet de décider si je garde ma maison, murmura Ryan. Maman, on ne voulait pas. Tu ne voulais pas te faire prendre, dis-je doucement. Un silence pesant s'installa. Le jeune couple s'arrêta sur le perron, sentant le changement, mais je ne quittai pas Ryan et Brooke des yeux. Leurs visages se déchirèrent. Brooke, en colère. Ryan, comme submergé par la honte, mais je voyais bien ce que c'était. Non pas du remords pour la douleur infligée, mais pour les conséquences. Je sortis un deuxième dossier et le tendis à Brooke. Si tu contestes cela au tribunal, tout cela sera rendu public. Chaque signature, chaque mensonge, chaque geste que tu as fait pour contrôler ce qui ne t'appartenait pas. Elle ne l'ouvrit pas, le serrant contre elle comme s'il brûlait. Ryan fit un pas en avant, la voix brisée. Maman, s'il te plaît. On peut en parler. La famille, c'est différent, répétai-je doucement. Tu as franchi une limite quand tu as dit que je n'en faisais pas partie. Il baissa les yeux. La bouche de Brooke s'ouvrit, puis se referma. Plus un mot. Juste le vent qui bruissait dans les feuilles au-dessus de nos têtes. Je regardai Ryan une dernière fois, le garçon que j'avais élevé, l'homme qu'il était devenu. J'étais ta mère, ai-je dit. Tu m'as marqué. Puis je me suis retournée et suis retournée à ma voiture. La portière s'est refermée derrière moi, et je suis partie sans jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Si vous avez déjà vécu ce moment où tout ce que vous pensiez solide s'est transformé en sable et avez choisi d'avancer malgré tout, vous comprendrez peut-être l'étrange paix qui a suivi. Ce n'était pas un triomphe, pas de ce genre de triomphe bruyant. C'était le dénouement silencieux des chaînes que j'avais contribué à forger. Le soir venu, les SMS ont commencé. Le premier de Ryan. Maman, on va arranger ça. Je suis désolée, Brox. Des explications plus froides, plus exigeantes. Je les ai lues une fois, puis j'ai reposé le téléphone. Le renversement de situation était complet. La maison vendue à cette jeune famille. Des gens bien qui prenaient un nouveau départ, mon compte sécurisé, les limites redéfinies, et moi. J'allais déjà de l'avant. En quittant l'allée, les montagnes se dressaient autour de moi comme de vieilles amies, immuables, immuables. Le soleil était bas, peignant le ciel de doux doré et rose, c'est un typique des soirées d'Asheville quand l'hiver commence à s'installer. Je relâchai son emprise. Je gardai les mains détendues sur le volant, respirant calmement, sans musique, juste le ronronnement du moteur et le silence dans ma tête. Je ne suis pas retournée tout de suite à la vieille maison. Je me suis arrêtée à un point de vue sur la Blue Ridge Parkway, celui où Tom et moi avions l'habitude d'aller le week-end. Je me suis garée, je suis sortie, je me suis appuyée contre la rambarde. La vallée s'étendait en contrebas, parsemée de toits et de routes sinueuses.
Le vent tirait sur mon écharpe, emportant le parfum frais du pain et de la terre. Pour la première fois depuis des mois, je ne pensais pas à ce dont il pourrait avoir besoin ensuite. J'étais juste là, présente, entière. Les messages continuaient d'arriver cette nuit-là. Ryan suppliait. « Maman, appelle-moi. On peut arranger ça. » Brox Sharpé. « Ce n'est pas fini. Tu fais une erreur. » Je lisais ces mots à la lueur de l'écran de mon téléphone, assise sur le canapé, une couverture sur les genoux. Pas de précipitation pour répondre. Non, pas de boule au ventre, juste une observation, comme si je lisais l'histoire de quelqu'un d'autre. J'éteignis mon téléphone et dormis profondément comme je n'avais pas dormi depuis des années. Le lendemain matin, Monsieur Ellison appela pour me donner des nouvelles. Tout est finalisé. Maison vendue. Les fonds ont été transférés sur votre nouveau compte. Sécurisé. Accès personnel uniquement. Tout est en ordre. Merci, dis-je, sincèrement. Je passais la journée à emballer les affaires du bungalow. Pas tout, juste les objets qui me ressemblaient. Les livres préférés de Tom. La courte pointe pour ma mère. Quelques photos de Ryan enfant, avant que la vie ne complique les choses. Le reste donné, laissé derrière. La maison résonnait sous les cartons qui se remplissaient. Mais ce vide ne m'effrayait pas. C'était comme de l'espace. De l'espace pour respirer. Dans l'après-midi, je signerais le bail de l'appartement en ville. Un petit 2 pièces, un balcon avec une petite fenêtre. Vue sur la montagne. Pas de grande cuisine, pas de chambre d'amis attendant des visiteurs qui ne sont jamais venus. Juste ce qu'il fallait. J'ai emménagé ce week-end-là. Suzanne m'aidait à porter les charges lourdes. On a ri en mangeant des pizzas à emporter par terre, entourées de cartons non déballés. « Tu l'as fait », a-t-elle dit en levant son verre d'eau comme pour trinquer. « Oui », ai-je répondu. Et ces mots sonnaient juste. Les semaines ont passé. Ryan a essayé d'appeler 2 fois de plus. Il a laissé des messages vocaux, la voix brisée, les mots qui se bousculaient. Je ne savais pas, maman. Ou je ne voulais pas savoir. S'il te plaît. J'ai écouté chaque message une fois, puis je les ai effacés. Non pas par colère, mais par nécessité. La femme qui répondait à tous les appels, qui réglait tous les problèmes. Elle en avait assez donné. Brooke s'est tue après le premier jour. Peut-être qu'elle prenait un avocat. Peut-être qu'elle réalisait que les preuves étaient irréfutables. Peu importait. Les limites que j'avais fixées restaient fermes comme des murs construits lentement et solidement. J'ai commencé de petits rituels dans mon nouvel appartement. Café le matin sur le balcon, à regarder la ville s'éveiller. Le soir, à lire des romans que j'avais mis de côté depuis des années. Des promenades le long du sentier qui longe la rivière. Là où l'eau ruisselait sur les pierres, les polissant au fil du temps. J'étais bénévole à la bibliothèque du centre-ville, aux heures du conte pour enfants, les aidant à trouver des livres qui les passionnaient. Un après-midi, alors que je rangeais les rayons, une jeune mère est entrée avec son fils. Il avait peut-être 7 ans, tirant sur sa main et posant des questions sur les étoiles. Je lui ai tendu un livre sur les constellations et j'ai vu son visage s'épanouir comme une fleur. Sa mère m'a remercié, les yeux fatigués mais reconnaissants. « Vous êtes doué avec lui », a-t-elle dit. J'ai souri. J'avais l'habitude. En rentrant chez moi ce soir-là, l'air doux des premiers signes du printemps, j'ai pensé à Ryan, au garçon qu'il avait été, à l'homme qu'il avait choisi de devenir. Il y avait du chagrin. Silencieux comme une ecchymose qui s'estompe, mais sans amertume, juste de l'acceptation. L'amour ne disparaît pas. Il change de forme quand il le faut. Peut-être le savez-vous aussi. La façon dont la douleur crée un espace pour quelque chose de plus fort. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Il s'agit de se souvenir de qui l'on est quand on cesse de donner. Maintenant, des mois plus tard, l'appartement est devenu un foyer. Des plantes sur le rebord de la fenêtre. Une chaise sous la lampe où j'écris des lettres que je n'envoie jamais, de simples pensées couchées sur le papier. Le téléphone reste silencieux la plupart du temps. Et dans ce silence, j'ai trouvé la paix. Non pas cette paix fragile qui dépend des autres, mais la vraie, celle qu'on mérite. Si cette histoire vous semble familière, c'est peut-être parce que vous en avez vécu une similaire. Le lent dénouement, le silence face à l'adversité, la liberté retrouvée.
Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque récit révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.